Bonjour, merci de suivre nos travaux. J'ai le plaisir de vous accueillir. Isabelle Corpin, maître de conférence à l'UHA, pour vous présenter mes réflexions sur les retentissements de la Covid-19 sur les personnes vulnérables, leur entourage et les personnes qui les prennent en charge. On le sait bien, la propagation d'un virus affecte la santé des personnes qui peuvent hélas en mourir et la Covid-19 a fait de nombreuses victimes. Toutefois, les retombées de cette pandémie vont bien au-delà des atteintes portées à la santé, car elle a des impacts importants en matière de vulnérabilité, notion dont les effets juridiques sont multiples. La vulnérabilité fait état de la fragilité humaine liée à des blessures et des altérations extérieures, si bien qu'il est question de fragilité intérieure nouée à des facteurs extérieurs. Elle affecte les droits fondamentaux des personnes, raison pour laquelle il est essentiel de l'aborder aussi sous l'angle juridique. En lien avec la maladie, l'altération des facultés physiques et mentales, le handicap ou l'âge, elle est aujourd'hui souvent causée par des complications ou des agressions que l'on peut rencontrer dans la sphère familiale, mais aussi professionnelle, de même que dans les relations sociales. Dans cette analyse, il est loin d'être question uniquement de cas isolés, car au contraire, le phénomène a pris beaucoup d'ampleur, affectant des catégories entières de population, si bien qu'il s'agit réellement de risques collectifs. Il importe dès lors d'envisager des anticipations pour mettre en place des protections générales et globales afin d'y faire face et de tenter d'y remédier, ce qui donne à l'intervention du droit en ce domaine tout son sens. Les populations vulnérables sont avant tout des personnes soit isolées, soit vivant en famille mais affaiblies, et les premières démarches tendent à développer et améliorer les protections à mettre en place pour venir en aide aux personnes vulnérables ou rendues vulnérables par les circonstances en lien avec le virus. En effet, s'il était dès le départ nécessaire de caractériser les personnes présentant un risque de forme grave d'infection, la crise sanitaire a fragilisé les populations de multiples manières, mais a surtout montré des insuffisances ou des lacunes dans la prise en charge des personnes vulnérables. La Covid-19 a eu et aura des conséquences durables pour les personnes les plus vulnérables qu'elle a énormément fragilisées, touchant à leur santé, mais aussi à leur mode de vie, à leurs relations familiales ou sociales. Sur ce point, les risques encourus ont assurément une dimension collective, visant l'ensemble des mineurs, l'ensemble des majeurs protégés, des victimes de violences, des patients ou des personnes bénéficiant de mesures de protection. Le constat est alarmant car la vulnérabilité de ces populations s'est considérablement accrue en raison de la Covid-19, qui appartient réellement à la catégorie des catastrophes sanitaires, point que nous commencerons par aborder. Toutefois, la dégradation de la situation sanitaire a également affecté de nouvelles personnes, ce qui nous permet de parler dans un second temps d'une extension de la vulnérabilité. En effet, non seulement les populations habituellement qualifiées de vulnérables en ont subi les retombées, mais la Covid-19 a fait de nouvelles victimes, déstabilisant des personnes en perte d'emploi, en précarité, en perte de logement, etc., mais également leur entourage, ce qui inclut l'ensemble de leur famille et leurs amis, mais aussi les professionnels qui devaient les accompagner, sachant que travailler dans un tel contexte est fortement perturbateur. Donc effectivement, je vais voir d'abord en quoi la vulnérabilité des personnes vulnérables a été intensifiée par la Covid-19. La crise sanitaire a touché énormément de personnes, visant particulièrement les populations déjà vulnérables, ce qui renvoie à de nombreuses catégories de personnes. En effet, le terme de vulnérabilité n'est pas défini et développé dans le Code civil, au contraire du Code pénal, et on l'utilise dans des domaines très variés. Sont visées les personnes handicapées, malades, sous curatelle, tutelle, très âgées, mais aussi en bas âge, et surtout différentes catégories de personnes en situation de faiblesse, parfois ponctuelles, telles des femmes enceintes, les victimes de violences conjugales, les migrants, et particulièrement les mineurs non accompagnés, les détenus, ainsi que les surendettés ou les sans domicile fixe. Et d'une manière générale, tous ceux que leur situation sociale, familiale ou économique affaiblit, au moins provisoirement ou de manière conjoncturelle. Pour toutes ces personnes, la pandémie de Covid va laisser des traces car leur mode de vie s'est dégradé et leur état a empiré. Partant de ce constat, on s'est efforcé de trouver de nouvelles aides plus adaptées à la situation. Ce sont les deux points que je vais développer. Donc effectivement, constat d'abord,
des personnes de plus en plus vulnérables face à la Covid-19. Force est de constater que les personnes déjà visées parmi les populations vulnérables ont directement subi les retombées de la crise sanitaire qui les a encore affaiblies en les isolant et parfois en les rendant malades. Une grande variété de personnes ont été impactées par la Covid-19. La catégorie des majeurs protégés est particulièrement visée car eu égard à leur vulnérabilité, leur protection doit être assurée par des tiers qui les assistent ou les représentent afin de les préserver de tout abus de vulnérabilité, démarche que le virus a complexifiée. On le sait, les personnes que leur grand âge rend vulnérables ont aussi été beaucoup malmenées, tant celles vivant encore chez elles que d'autres confiées à des EHPAD. Les retombées de la Covid-19 ont aussi été redoutables pour les mineurs de tous âges, subissant pour les nouveau-nés le fait d'être parfois séparés de leur mère hospitalisée, pour les plus grands la perte de la scolarisation normale, l'obligation de rester chez soi et l'impossibilité de voir les amis et certains membres de la famille, dont les grands-parents. Désespérés quand des proches étaient malades et qui ont aujourd'hui besoin d'un soutien psychologique. Les enfants ont aussi eu du mal à garder le contact avec leurs deux parents pendant les périodes de confinement, bien que des motifs familiaux pouvaient autoriser des sorties et des déplacements lorsque les parents étaient séparés. Il n'a pas toujours été possible d'alterner les résidences, justement pour les parents séparés, surtout si l'un d'eux était malade, ou de profiter du droit de visite et d'hébergement. Pas possible non plus pour des parents de garder le contact avec des mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance. Évidemment, la crise sanitaire a eu des retombées considérables pour les personnes infectées par le virus et qui ont dû être hospitalisées. Dépassés par le nombre de patients, les services hospitaliers ont eu bien du mal à accueillir tous les patients et à les prendre en charge, faute de place ou de matériel. Les soignants ont alors été confrontés à d'horribles questions liées notamment au tri des patients pour savoir lesquels accueillir à l'hôpital, sachant que beaucoup de résidents d'EHPAD jugés trop âgés se sont vus interdire l'accès, ou lesquels déplacer vers d'autres structures, d'autres départements et parfois même d'autres pays. La Covid-19 a toutefois aussi fragilisé d'autres patients, car beaucoup d'interventions qui étaient programmées ont été reportées, parfois plusieurs fois, ce qui a angoissé les malades et leurs familles, car on ne savait pas quand ils pourraient être enfin soignés. On a pu ainsi parler de la vulnérabilité des patients non atteints de la Covid-19 quand leur rendez-vous était déplacé. Toutes ces populations déjà vulnérables ont été encore plus fragilisées par l'isolement qui leur a été imposé. Elles ont vraiment souffert d'être privées de leurs proches, en particulier quand elles étaient hospitalisées ou résidentes d'EHPAD, mais aussi confinées à la maison avec des membres de la famille trop éloignés. Surtout les victimes de violences au sein des familles ont énormément souffert de l'isolement auquel elles étaient confrontées et de l'ambiance angoissante qui régnait à la maison. Alors que le plus souvent c'est au sein de son foyer que la personne vulnérable trouve du réconfort, malheureusement la crise sanitaire intensifie les tensions entre membres d'une même famille et conduit à des dérapages. À bout de nerfs, certains s'en prennent à leurs conjoints, à leurs enfants, à leurs parents âgés, si bien que ces personnes vulnérables sortent encore davantage affaiblies dans le contexte de la Covid-19, laquelle est un vrai risque à vivre en famille. Les violences sur mineurs, les violences conjugales ou sexuelles ont effectivement pris de l'ampleur durant les derniers mois, particulièrement pendant les périodes de confinement total ou partiel. Des formes nouvelles de vulnérabilité se sont aussi dessinées pendant la pandémie, preuve que cette notion de vulnérabilité n'est pas figée. Une analyse historique nous montre déjà combien les regards portés sur certains membres de la famille ont pu évoluer au fil du temps, notamment pour les enfants et les épouses, mais la Covid-19 risque d'entraîner de nouvelles déstabilisations. On notera ainsi combien la place des femmes dans la société peut évoluer. Ce sont elles qui ont dû rester bien souvent à la maison pour s'occuper des enfants. Avec la pandémie, l'état des personnes risque aussi de se dégrader sur le plan financier. En effet, beaucoup ont perdu leur travail, ou ont dû passer au temps partiel, si bien que leur fragilité personnelle s'est accompagnée d'une souffrance d'ordre matériel ou économique, liée aussi parfois à la difficulté de financer un logement ou de déménager. Ces précarités s'accumulent et la période actuelle révèle de nombreuses failles dans les modes protecteurs qu'il faut revoir et compléter. Précisément, je souhaite aborder la question des aides à offrir aux personnes vulnérables en temps de Covid-19.
Si la sécurité est avant tout une affaire familiale, en cas de défaillance de l'entourage, il revient à l'État de s'assurer que les populations vulnérables sont prises correctement en charge malgré la crise sanitaire. Il en va ainsi lorsque les familles sont impuissantes à gérer la situation et notamment sont privées de contact avec leur entourage, mais encore plus lorsque les proches nuisent eux-mêmes aux membres de leur famille rendus vulnérables. Beaucoup a été fait dans le domaine de la lutte contre les violences intrafamiliales et se trouver confronté à la Covid-19 a, d'une certaine façon, accéléré certains dispositifs. Ainsi, il vient d'être décidé d'élargir les horaires de la plateforme téléphonique d'écoute, d'information et d'orientation des victimes de violences sexistes et sexuelles, le 3919. Ces plages horaires vont effectivement être totalement étendues 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour les mineurs, dans le cadre de la prévention des mauvais traitements, on songe aussi à améliorer la visibilité du numéro d'appel d'urgence 119, une proposition de loi venant d'être déposée en ce sens. Pour mieux soutenir les populations vulnérables, il faudrait aussi réfléchir à élargir l'accès aux soins pour tous, en luttant contre les inégalités d'accès au système de santé, en particulier pour les populations en situation de précarité. De plus, pour beaucoup de sujets vulnérables, la première étape de la protection tient à la mise en place d'un accompagnement social. Or, c'est précisément sur ce point que la pandémie est venue anéantir tous les efforts faits auparavant. Et il faudra tirer les leçons de la crise pour voir comment assurer la stabilité et la permanence des soutiens mis en place même quand il y a une catastrophe sanitaire. Il est important aussi que les protections mises en place ne nuisent pas à la liberté des personnes, point totalement malmené pendant la crise sanitaire, car les sujets vulnérables placés en institution ont vu leur liberté réduite à peau de chagrin. De même, de nombreuses atteintes à leur dignité ont été à déplorer. Ce constat est d'autant plus frustrant que précisément pour les majeurs protégés, la loi du 23 mars 2019 a mis l'accent sur le fait que leur autonomie et leur liberté doivent être préservées. Pour les personnes âgées, la défenseure des droits vient précisément de pointer que beaucoup de droits et libertés leur ont été retirés en raison des risques de propagation du virus. En effet, des atteintes ont été portées à leur liberté de décider, d'aller et venir et de maintenir un lien familial et social, atteintes vivement critiquées par la défenseure des droits dans son rapport du mois de mai. Pour elle, la leçon à tirer de cette pandémie et des privations excessives de liberté est sans doute que l'on doit tout faire pour protéger nos aînés, mais sans les isoler encore davantage. Et cette même question peut être abordée pour toutes les personnes vulnérables. De plus, l'essentiel est de bien individualiser les mesures afin de soutenir l'exercice des personnes de soutenir l'exercice des droits de la personne vulnérable. Difficile par exemple de penser pouvoir imposer une vaccination à des personnes en établissement sans leur consentement, même si les personnes vivant en EHPAD peuvent être considérées comme les cibles prioritaires de la campagne de vaccination. Alors le second constat que je souhaitais faire avec vous aujourd'hui, c'est qu'on a vu les cas de vulnérabilité prendre de l'ampleur. C'est un autre constat à faire après de longs mois de pandémie. Il est important de ne pas définir la catégorie des personnes vulnérables d'une manière trop restrictive, car lors de chaque catastrophe sanitaire, on se rend compte que des populations jusque-là préservées sont aussi atteintes. Pour que l'aide offerte aux populations soit effective, il faut constamment veiller à leur cadre de vie, à leurs relations sociales et aux incidences de circonstances extérieures, raison pour laquelle il a fallu redoubler de vigilance dès l'arrivée de la Covid et faire évoluer la notion de vulnérabilité. Il s'agit assurément d'une notion mouvante qui doit permettre d'offrir une protection efficace à tous ceux qui en ont besoin pour qu'ils puissent exercer leurs droits et pour que leur liberté soit préservée. Partant de l'idée que la vulnérabilité provient de différentes sources, la Covid-19 doit assurément être ajoutée à la liste. Elle a rendu, comme on l'a vu, plus vulnérables des personnes qui l'étaient déjà, mais elle a fait en quelque sorte de nouvelles victimes, affaiblies et souffrant de la dégradation des conditions de vie, des formes de vulnérabilité de fait
en quelque sorte. Ces retombées visent d'abord les familles et le proche entourage des populations vulnérables, car en effet ne pas pouvoir maintenir un lien familial ou social comme avant la crise fait perdre des repères, voire perdre la tête, et affecte le bien de tous. Toutefois, ce sont aussi les façons de veiller sur ces populations à problème qui ont été perturbées, ce qui a entraîné des complications pour les professionnels qui les avaient en charge. Travailler dans ces conditions et d'une manière générale, travailler au temps de la Covid-19 a aussi fait émerger de nouvelles catégories de personnes vulnérables, certes ponctuellement, mais à ne pas oublier dans les dispositifs à mettre en place, dans les améliorations à promouvoir dans ce contexte. La situation actuelle est assurément propice à la fragilisation des relations familiales, sociales et professionnelles, car la Covid-19 ne permet pas à chacun d'occuper la place qui lui était attribuée. Et on peut sans doute penser que les cas de vulnérabilité vont encore s'étendre. Donc je vais d'abord m'attacher à la vulnérabilité de l'entourage des personnes dites vulnérables. Les familles se sont trouvées fort impactées par la crise sanitaire, et quand un membre était touché, beaucoup d'autres en ont subi les retombées, mais aussi tous ont souffert des changements visant la vie familiale. Heureusement, beaucoup de familles ont pu amortir des chocs, notamment quand les soutiens institutionnels habituels ont fait défaut. La solidarité familiale a permis d'aider des proches isolés, y compris financièrement, face aux baisses de revenus, mais à terme, les familles ont été fort fragilisées. Il faut à présent en mesurer les conséquences pour asseoir un dispositif d'aide efficace et pérenne dans le cadre d'une politique familiale claire et forte. Ne pas pouvoir prendre des nouvelles de ses aînés ou des parents hospitalisés a aussi été redoutable et de nombreuses personnes ont déprimé. D'autres ont également été perturbés par le fait de devoir travailler à la maison tout en s'occupant des enfants, et on sait que des mères ont même dû parfois renoncer à leur travail quand les écoles ont été fermées. Il a aussi été bien difficile pour certains parents séparés d'être privés parfois du maintien de relations avec leurs enfants du fait de la Covid-19. La fragilisation des proches a encore été intensifiée quand l'un des membres de la famille a dû se rendre dans un service hospitalier. En effet, les familles ont souffert d'être éloignées de leurs parents malades. Des conjoints ou concubins de femmes enceintes ont été privés de l'accès aux salles d'accouchement et peinent à s'en remettre. Mais surtout, les familles ont été foudroyées par les consignes posées en cas de décès. En effet, que ce soit en EHPAD ou à l'hôpital, au plus fort de la crise, les malades se sont éteints sans avoir revu leurs proches, sans avoir pu être soutenus par eux. C'était effroyable pour les familles de vivre la fin de vie de leurs parents à distance et de même plus avoir le droit de les voir, car des règles de mise en bière immédiates ont été posées. Par ailleurs, les funérailles n'ont pas pu se dérouler dans des conditions permettant à tous de rendre un dernier hommage à leurs chers disparus. Toutes ces souffrances vont assurément laisser des traces, et il en va de même du côté des professionnels. Effectivement, je souhaitais aborder la question de la vulnérabilité des professionnels. La Covid-19 a d'abord eu des retombées sur les professionnels agissant aux côtés des personnes vulnérables. Il était impossible parfois, mais difficile dans tous les cas, de se rapprocher des populations vulnérables pour leur offrir le soutien habituel. En effet, par exemple, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs n'ont pas pu se rendre dans les maisons de retraite ou dans les hôpitaux qui accueillaient les majeurs qu'ils avaient en charge. Ils n'ont pas pu non plus organiser des visites à domicile pendant les périodes de confinement. Les majeurs en ont souffert, mais les tuteurs et curateurs tout autant, faute de pouvoir maintenir un lien social, ce qui est leur travail important pour les populations vulnérables. Les éducateurs de jeunes enfants, les travailleurs sociaux impliqués dans les actions de l'aide sociale à l'enfance ont également peiné à suivre les mineurs qui leur étaient confiés. Assurer les mesures d'assistance éducative dans des conditions normales était impossible. Et tous ces professionnels, de la même façon que les enseignants, ont très mal vécu ces restrictions, voire interdictions. On ne pouvait pas suivre les enfants chez eux quand on était pourtant en charge de ces dossiers. Les soignants
ont effectivement été malmenés eux aussi, et leurs conditions de travail se sont détériorées et ils ont souffert d'être autant confrontés à la mort, de se trouver impuissants face au virus. Beaucoup en subissent les retombées tellement affaiblis que parfois ils ont quitté leur travail et il sera difficile pour certains établissements de santé de recruter du personnel. Ils ont aussi été contaminés et malades. Donc de tout ça, ils vont garder des séquelles et je ne parle même pas de ceux qui sont malheureusement décédés. D'une manière générale, tous les professionnels ont été affectés par la pandémie et on note une véritable vulnérabilité des professionnels en général, en raison de la perturbation des conditions de travail, mais encore plus des pertes d'emploi conduisant à de graves précarités. Par ailleurs, certains ont vécu des drames en étant contaminés par la Covid-19 sur leur lieu de travail. Beaucoup de soignants s'étant trouvés dans cette situation, reprochant parfois à leur hiérarchie un manque d'anticipation. Cette propagation de la maladie a conduit à des réflexions sur la reconnaissance de la Covid-19 comme risque professionnel. On notera que si l'on reconnaît en la matière une maladie professionnelle, cela aura certes des impacts pour la victime, mais aussi pour ses ayants droit, notamment en cas de décès. D'autres salariés ont aussi souffert de la suppression de visites médicales ou de contrôles qui auraient dû être effectués en temps normal. On le voit, les conditions de travail ont été beaucoup affectées. Il y a eu du burn-out pour ceux qui ont dû redoubler de travail, mais il y a surtout la dépression dont ont souffert tous ces professionnels à devoir travailler de cette façon et aussi en raison du télétravail. Si les personnes en situation de vulnérabilité méritent toute l'attention des pouvoirs publics quand leurs familles ne parviennent pas à leur offrir assistance et réconfort, il faut veiller à ce que de nouvelles formes de vulnérabilité ne se développent pas trop dans le contexte de la crise sanitaire. Et pour cela, il faut anticiper au maximum en repérant au plus vite les personnes dont la situation se fragilise, éventuellement en posant des critères de vulnérabilité et en posant des remparts. Il importe de bien prendre conscience des risques encourus en la matière pour éviter que soient trop fragilisées les personnes. Et c'est la raison pour laquelle on vous propose lors de ce colloque un tour d'horizon des situations multiples que l'on a pu rencontrer autour de cette fragilisation des personnes. La crise Covid-19 aura assurément des retombées sur les travaux effectués par le CERDAC qui fête aujourd'hui ses 25 ans, car il faut certes accompagner les personnes vulnérables, mais aussi réfléchir aux moyens d'éviter que d'autres deviennent vulnérables. Je vous remercie et je vous engage très vivement à aller écouter les autres intervenants.